J'ai chaud, moi. Pas vous? Ah si, il fait très chaud ici. Aucun doute. L'été revient. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais il faudrait que quelqu'un ou quelque chose arrête le progrès. Ou le temps. Ou non, enfin si, le temps qu'on prend à faire les choses ou à les apprécier. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre. Ce que je veux dire, c'est qu'aujourd'hui, au XXe siècle, on produit beaucoup plus que nos besoins. Enfin, que ce qu'on a besoin. Ma femme m'a acheté une nouvelle paire de chaussures. Je passe sur les lieux communs. Elles me font mal aux pieds, bien sûr, et je les trouve très moches, bien entendu, mais que voulez-vous? On s'habitue tous à notre petit confort. On jette, on achète. Seulement, ma vieille paire, je l'aimais bien. Seulement, vous savez comment sont les femmes. Tito, j'avais essayé les neuves que mon épouse s'empressait de jeter, mais vieille godasse, comme elle a dit. On s'attache trop aux choses. Si on devait faire la liste des choses qui nous encombrent, on remplirait au moins 15 cahiers d'écolier. Ou 20. Ou pas un seul. L'autre jour, j'accompagnais mon épouse à un dîner de charité. Enfin, dans une sorte de fête destinée à récolter des fonds pour les enfants malades. Ou pour sauvegarder une espèce de marmotte, je sais plus. Tout ça, c'est un peu la même chose. On est arrivé pile à l'heure. C'était déjà rempli d'une foultitude de gens attablés. Vociférants. Hilaire et Rougeau. Dans le fond de la salle, très bien agencé au demeurant, se dressait un buffet aux proportions gargantuesques. Tout fumant d'un côté et tout sucré de l'autre. Un orchestre d'une bonne douzaine de musiciens, très âgés pour la plupart, reprenait assez mal de célèbres airs bavarois. C'était tout à la fois gai et pathétique. Les personnes présentes et les quelques rares connaissances que j'avais saluées du bout des doigts ce soir-là, toutes les âmes charitables attablées ne m'inspiraient rien d'autre qu'un sentiment très indéfinissable. Entre l'envie de partir et la culpabilité que j'éprouvais à demeurer stoïque. Un peu impatient. On me dit souvent que je n'aime rien. C'est faux. Mais ce que j'aime, ça ne regarde que moi. Donc, à cette soirée bavaroise, buffet et boisson à l'appui, j'ai dansé un peu. Mangé et bu raisonnablement. Observé beaucoup. Moi qui ne prends jamais le temps de profiter du paysage, là, j'ai eu une bonne partie de la soirée pour jauger mes semblables. Vous ne me croyez pas si je vous dis qu'aucune des personnes assises à ma table ne m'a dit son prénom. Je vous jure que c'est vrai.
J'arrive pas à dormir. Ma femme et mes enfants sont partis hier. En vacances, je vous rassure. Et moi, je largement en train demain. Je devais voir mon comptable aujourd'hui. Pendant tout le rendez-vous, je pensais. Après, c'est les vacances. Comme un enfant. Et maintenant, c'est les vacances et j'arrive pas à dormir. Je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Comme un enfant, tiens. Je l'ai bien mérité, ce congé. 2 semaines dans une petite pension, une vraie villégiature de notable. J'ai loué une grande chambre avec balcon et vue sur la mer. Dans le nord. C'est moins cher, mais c'est pas donné. Enfin, quand je dis 2 semaines, j'exagère un peu. Je sais déjà que mardi prochain, je dois faire l'aller-retour pour signer un prêt à la banque. Il faut investir. C'est le moment. Moi, je sens ces choses-là. J'en profiterai pour ramener quelque chose à mon épouse. Elle raffole des babioles que l'on met autour de la cheville. C'est nouveau. Ça vient d'Orient. Je sais où je vais lui trouver. Un petit bijoutier de la vieille ville. Mes valises sont prêtes. Vérifiées 3 fois par mon épouse. Défaites puis approximativement re-rangées par ma fille de 6 ans. Moi-même, j'ai dû les ouvrir 5 ou 6 fois hier soir. Tout à l'heure, j'y ai glissé une photo de mes enfants. C'est idiot. Je les vois dans 10 heures et ils sont partis. Quand je suis tout seul comme ça, j'ai du mal à retrouver mes réflexes de célibataire. 8 ans de mariage. Ça vous change un homme? Non, 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 non. Pardon. C'est peu importe. Pardon. L'autre soir, au dîner de charité, c'était pour sauvegarder une espèce rare de mouette. Je me souviens à présent, ce soir-là, juste avant d'y aller, je me suis disputé avec ma femme. Quelque chose d'anodin, ça arrive bien sûr. Et puis on n'en a pas reparlé. Et là, maintenant, j'y pense. Et tant, cette histoire date il y a plusieurs semaines, et là, ça m'empêche pas que de dormir. Ce soir-là, au fond de la salle, à l'opposé de la piste de danse et du buffet, il y avait une exposition sur la dite mouette. Des photos, des gravures, des récits de naturalistes. 3 panneaux mal éclairés, rien de bien folichon. En arrivant, j'avais pas bien fait attention, mais en partant à une heure très avancée la nuit, j'ai vu une dame d'un certain âge, assise sur une chaise tout près de l'exposition sur la mouette. Elle n'a pas bougé de la soirée. Elle n'a pas touché au buffet, elle n'a rien dit. À mon sens, l'orchestre ne lui a fait aucun effet. Personne n'est venu lui parler. Les gens s'intéressent plus à rien. Sa mouette a du souci à se faire. C'était sûrement la personne responsable de la petite exposition. Peu importe.
Ah, il me semblait bien. Vous êtes donc vraiment un homme paisible. Vous avez manqué le train. D'une minute. Vous vous rendez compte? J'arrive à la gare et je le vois filer sous mes yeux. Vous auriez pu courir après lui. Certes. Il y a de quoi rire, je le sais. Il aurait suffi, bon Dieu, que je ne sois pas encombré de tous ces paquets. Petits et gros, chargés comme un baudet. Mais les femmes, des commissions, elles n'en finissent pas. 3 minutes. Croyez-moi, à peine descendu du fiacre, pour enfiler tous les doigts, tous les boucles, enfin, pour enfiler tous les boucles sur les doigts. Ça a dû 2 être, paquets à chaque doigt. ça a dû être joli. Vous savez ce que j'aurais fait, moi? Je les aurais laissés dans le fiacre. Et ma femme? Ah. Eh bien oui, mes filles et toutes leurs amies. Leur criaillerie, je me serais bien amusé. Parce que vous ne savez peut-être pas comment sont les femmes en villégiature. Et si, je le sais. C'est justement parce que je le sais. Elles disent toutes qu'elles n'auront besoin de rien. Rien que ça. Elles sont même capables de soutenir qu'elles y vont pour faire des économies. Et puis, à peine arrivé dans un de ces villages des environs, plus il est laid, plus il est misérable et crasseux, et plus elles s'en donnent. À l'ornée de leurs colifichets les plus voyants. Ah, cher monsieur, les femmes. Du reste, c'est leur métier. Si tu pouvais faire un saut en ville, chérie, j'aurais vraiment besoin de ceci et de cela. Et tu pourrais aussi, si ça ne t'ennuie pas, gentil comme tous, si ça ne t'ennuie pas. Et puis tant que tu y es, en passant par là, mais comment veux-tu, ma chérie, qu'en 3 heures je vienne à bout de tout ça? Oh là là, qu'est-ce que tu dis, en prenant un fiacre? Le malheur est que, puisque je venais pour 3 heures seulement, je n'ai pas pris les clés de la maison. Quelle histoire. Et alors? J'ai laissé cette montagne de colis et de paquets à la consigne de la gare. Je suis allé dîner dans un petit restaurant. Puis pour me faire passer la rogne, au théâtre. On y crevait de chaleur. À la sortie, quoi faire? Je vous demande un peu. Il est déjà minuit. À 4 heures, je dois prendre le premier train. Pour 3 petites heures de sommeil. À quoi bon me priver une chambre? Alors, je suis venu ici. Ce café ne ferme pas, n'est-ce pas? Non, monsieur. Il ne ferme pas. Et comme ça, vous avez laissé tous ces paquets à la consigne de la gare.
ne sont peut-être pas en sûreté. Ils étaient tous bien attachés. Non, non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Bien attaché, je l'imagine parfaitement, avec cet art particulier que les vendeurs mettent à empaqueter la marchandise. Quelle main! Une belle grande feuille rouge de papier doux, bien lisse. C'est déjà un plaisir, rien que de la regarder. Si lisse qu'on y poserait la joue pour sentir la fraîcheur de la caresse. Il l'étale sur le comptoir. Et puis, d'un geste plein d'aisance, il place au milieu l'étoffe, légère, bien pliée. Il soulève, d'abord par en dessous, du dos de la main, un bord. Puis par-dessus, ils abaissent l'autre. Et même avec une rapidité pleine de grâce, ils y font un petit rabat, comme ça, en supplément, pour l'amour de l'art. Puis ils font des deux côtés un triangle, dont ils replient la pointe en dessous. Ils tendent la main vers la boîte de la ficelle, tirent juste ce qu'il faut pour attacher le paquet. Ils le préparent si rapidement que, sans vous laisser même le temps d'admirer leur habileté, voilà qu'il vous présente le paquet, avec sa boucle prête, que vous enfiliez le doigt. Ah, je vois que vous vous intéressez beaucoup aux vendeurs de magasins. Moi, mon cher monsieur, j'y passe des journées entières. Je suis capable de rester 1 heure immobile à regarder dans une boutique à travers la vitrine. Je m'y oublie moi-même. Il me semble être. Je voudrais vraiment être cette étoffe de soie, là. Ou ce coutil. Ce ruban rouge ou bleu que les jeunes fondeuses de mercerie, après l'avoir mesuré à l'aune. Vous avez vu comment elles font. En roulant 8 autour du pouce et du petit doigt de leur main gauche avant de l'empaqueter. Je regarde le client, la cliente, qui sort de la boutique. Le paquet est pendu au doigt, ou à la main, ou sous le bras. Je les suis des yeux. Jusqu'à ce que je les ai perdus de vue. En imaginant. Oh là là. Tout ce que j'imagine, vous ne pouvez pas vous en faire une idée. J'en ai besoin, j'ai besoin de ça. Besoin? Je vous demande pardon, de quoi? De m'accrocher ainsi, je veux dire par l'imagination, à la vie. Comme une plante grimpante au barreau d'une maison. Ne pas laisser un moment de répit à l'imagination. Adhérer. Adhérer par elle continuellement à la vie des autres. Mais pas des gens que je connais, non. Celle-là, je ne pourrais pas. Elle me cause un ennui, si vous saviez. Nausée. La vie des inconnus. Sur laquelle mon imagination peut travailler librement.
Mais non pas capricieusement. Au contraire, en tenant compte des indices les plus minimes que je découvre chez tel ou tel. Si vous saviez combien et comment elle travaille, à quel point je réussis à pénétrer chez autrui. Je vois la maison de celui-ci ou de celui-là. J'y vis. Je m'y sens. Vraiment. Vous savez, jusqu'à flairer cette odeur particulière qui couvre dans chaque maison. Dans la vôtre, dans la mienne. Et chez nous, nous ne la sentons plus. Parce que c'est l'odeur même de notre vie. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, je vois que vous dites oui. Oui. Parce que, je veux dire, ce doit être un vrai plaisir. Ce que vous éprouvez à imaginer tant de choses. Plaisir, moi? Certes, je me figure. Dites-moi un peu, vous êtes déjà allé en consultation chez un bon médecin? Moi? Non, pourquoi je ne suis pas malade? Non, non, ne vous inquiétez pas. Je vous le demande pour savoir si vous avez jamais vu chez ces bons médecins la salle où les clients attendent leur tour de visite. Ben oui. J'ai dû aller une fois accompagner une de mes filles qui souffrait des Bon, nerfs. je ne tiens pas à savoir. Je voulais dire, ces salles, vous y avez prêté attention? Ils vendent des torsions, des formations, des chaises rembourrées, des paradis, des fauteuils, ce genre de choses, je trouve que tout le monde, on a de l'occasion de passer la porte. Je ne fais pas partie de la maison. Le docteur a pour lui, pour les amis de madame, un salon bien différent, beau, cossu. Je sais comme ils jureraient un fauteuil, une chaise de ce salon, si on les apportait dans la salle d'attente, où ce mobilier sans prétention, sobre, convenable et bien suffisant. Je voudrais savoir si vous, quand vous y êtes allé avec votre fille, vous avez regardé attentivement le fauteuil ou la chaise où vous êtes assis pour attendre. Moi, à la vérité, non. Oh, bien sûr, parce que vous n'étiez pas malade. Mais même les malades n'y pensent pas souvent occupés qu'ils sont de leur maladie. Et pourtant, combien de fois certains d'entre eux restent là, à regarder leurs doigts qui fait des signes vains sur le bras lustré du fauteuil où ils sont assis. Ils pensent. Je ne vois pas. Mais quel effet cela produit quand on sort de la consultation en traversant à nouveau la salle, de revoir la chaise sur laquelle, peu auparavant, dans l'attente de la sentence sur un mal qu'on ne connaissait pas, on était assis. À retrouver, occupé par un autre client, lui aussi avec sa maladie secrète. Bien vide, là, passif. Attendant qu'un autre, n'importe qui, vienne l'occuper.
fiction. Ah oui, le plaisir de l'imagination. Qui sait pourquoi? J'ai tout de suite pensé à une de ces chaises dans la salle où les clients attendent la consultation. Oui. Bien sûr, mais... Vous ne voyez pas le rapport? Moi non plus. Mais c'est que certaines associations d'images, très éloignées les unes des autres, sont si particulières à chacun de nous, déterminées par des raisons et des expériences si singulières, qu'on ne se comprendrait pas les uns les autres si on ne s'interdisait d'en faire usage en parlant. Rien de plus illogique bien souvent que ces analogies. Et le rapport est peut-être en ceci. Suivez-moi bien. Est-ce que ces chaises auraient plaisir à imaginer qui est le client qui vient s'asseoir sur elle en attendant la consultation? Quelle maladie couvre en lui? Où ira ce qu'il fera après la visite? Aucun plaisir. C'est la même chose pour moi. Aucun. Il vient tant de clients et elles sont là, pauvres chaises, pour être occupées. Eh bien, c'est une occupation du même genre que la mienne. C'est tantôt ceci, tantôt cela qui m'occupe. En ce moment, c'est vous qui êtes en train de m'occuper. Et croyez bien, cher monsieur, que je n'éprouve aucun plaisir à la pensée du train que vous avez manqué, de la famille qui vous attend à la campagne, de tous les ennuis que je peux deviner chez vous. Oh, j'en ai tellement, si vous saviez. Remerciez le ciel si ce ne sont que des ennuis. Plus malheureux, cher monsieur. Je vous dis que je besoin de m'approcher par la main à l'imagination avec des autres. Nous sommes en plaisir. On y intéresse seulement une... Au contraire, pour en sentir l'ennui. Pour la juger insipide et vaine. Moi que vraiment, ne doivent apporter à personne d'arriver dans sa fin. Et ça, il faut le démontrer, savez-vous, par des preuves, des exemples incessants. À nous-mêmes. Implacablement. Parce que, cher monsieur, nous ne savons pas de quoi il est fait, mais il existe. Il existe, nous sentons tout cela, comme une angoisse qui nous serre la gorge. Toute la vie. Qu'on ne satisfait jamais. Qu'on ne peut jamais satisfaire.
que la vie, au moment même où nous la vivons, est toujours si avide d'elle-même qu'elle ne se laisse pas savourer. La saveur est dans le passé, qui demeure vivant. Le goût de la vie nous vient de là. Les souvenirs qui nous tiennent enchaînés. Enchaînés à quoi? Cette bêtise, ces ennuis, toutes ces illusions idiotes, ces occupations ineptes. Oui. Ce qui est maintenant une bêtise, ce qui est maintenant un ennui, et j'irais même jusqu'à dire ce qui est maintenant pour nous un malheur, un vrai malheur, parfaitement. À distance de 4, 5 ou 10 ans, qui sait quelle saveur ils auront prise, quel goût auront pris ces larmes. Et la vie, mon Dieu, a la seule idée de la perdre. Surtout quand on sait que c'est une question de jour. Regardez. Là, je vous dis. Au coin de la rue, vous voyez cette ombre de femme? Ça y est, c'est caché. Quoi? Qui est-ce? Vous n'avez pas vu? C'est caché. Une femme? Ma femme. Oui. Ah, Notre-Dame. Elle me surveille de loin. Il me vient envie, croyez-moi, d'aller la chasser à coups de pied. Mais ça ne servira à rien. Elle est comme une de ces chiennes perdues, entêtées. Plus vous leur donnez de coups de pied, plus elles se collent à vos talons. Ce que cette femme souffre à cause de moi, vous ne pouvez pas vous l'imaginer. Elle ne mange pas, elle ne dort plus. Elle me suit, jour et nuit, comme ça, à distance. Et si au moins elle se souciait d'épouster ce galerin qu'elle a sur la tête et ses habits. Il n'a plus l'air d'une femme, mais d'une serpillière. Elle a de la poussière jusque dans les cheveux, sur les tempes. Toujours. C'est à peine si elle a 34 ans. Elle mérite à un point que vous ne pourriez croire. Je me rencontrais certaines fois. Je lui criais à la figure idiote en la secouant. Elle supporte tout. Elle reste là à me regarder avec des yeux. De ces yeux qui, je vous jure, me font venir au doigt une envie sauvage de l'étrangler. Rien. Elle attend que je m'éloigne pour se remettre à me suivre à distance. Là, regardez. Elle passe encore la tête à l'angle de la rue. Pauvre dame. Quoi, pauvre dame? Ce qu'il faudrait, vous comprenez, c'est que je reste à la maison. Bien quoi, bien tranquille. À me laisser dorloter au milieu de ses soins les plus tendres, les plus passionnés. À jouir de l'ordre parfait de toutes les pièces. De la propreté de tous les meubles. De ce silence de miroir qui régnait auparavant chez moi.
mesuré par le tic-tac de la pendule de la salle à manger. Voilà ce qu'elle voudrait. Je vous demande maintenant à vous, pour vous faire comprendre l'absurdité, comment que dis-je, l'absurdité, la macabre férocité de ses prétentions. Je vous demande si vous croyez que les maisons d'Avezzano, les maisons de Messine, sachant que le tremblement de terre les démolirait bientôt, auraient pu rester bien tranquilles sous la lune, rangés en file le long des rues et des places, obéissant au plan d'urbanisme de la commission immobilière municipale. Ces maisons, bon Dieu, de pierre et de bois, comme elles étaient, mais elles se seraient sauvées. Vous les imaginez, les habitants d'Avezzano, les habitants de Messine, en train de se déshabiller bien tranquillement pour se mettre au lit, de plier leurs vêtements, de mettre leurs chaussures devant la porte et s'enfilant sur les couvertures, de jouir de la fraîcheur immaculée des draps bien propres. Ils avaient su que quelques heures plus tard, ils seraient morts. Cela me semble possible. Mais peut-être que votre dame... Laissez-moi vous dire, si la mort, mon bon monsieur, était comme un de ces insectes étranges, répugnants, qu'on découvre sur soi tout à coup, vous passez. Un autre passant soudain vous arrête et, avançant précautionneusement deux doigts, vous dit pardon, vous permettez, vous avez monsieur la mort. Tenez-la, sur vous. Et avec deux doigts, il la prend, la jette. Ce serait magnifique. Mais la mort n'est pas comme un de ces insectes répugnants. Il y a des gens qui se promènent dégagés, l'esprit ailleurs, l'ont peut-être sur eux. Personne ne la voit. Et eux, ils pensent bien tranquillement à ce qu'ils feront demain et après-demain. Eh bien, moi voilà, cher monsieur. Venez. Venez ici, sous ce lampadaire, venez. Je vais vous faire voir quelque chose. Regardez ici, sous la moustache. Là. Vous voyez cette jolie excroissance violette? Vous savez comment ça s'appelle? Ah! Un nom très doux. Plus doux qu'un bonbon. Épithélium, ça s'appelle. Prononcez-le. Vous verrez quelle douceur. Épithélium. La mort, comprenez-vous, est passée. Elle m'a planté cette fleur dans la bouche et m'a dit « Garde-la, mon bon ami, je repasserai dans 8 ou 10 mois. » Alors dites-moi un peu si avec cette fleur à la bouche, je peux rester bien tranquillement chez moi, comme cette malheureuse le voudrait. Oui, embrasse-moi. Savez-vous bien ce qu'elle a fait? La semaine dernière, elle s'est fait une écorchure, là, sur la bouche, avec une épingle. Elle m'a pris la tête et elle voulait m'embrasser. M'embrasser sur la bouche. Parce qu'elle dit qu'elle veut mourir avec moi. Folle. La maison, je ne veux pas y rester. J'ai besoin de me tenir devant les vitrines des boutiques, moi. Admirer l'habileté des vendeurs. Parce que vous comprenez, s'il se produit un instant de vide en moi, vous me comprenez? Je suis capable de tuer comme rien toute la vie chez quelqu'un que je ne connais pas. De sortir mon revolver!
tuer quelqu'un qui, par malheur, aurait manqué son train, comme vous. Non, non, n'ayez pas peur, cher monsieur. Je plaisante. M'en vais. Je me tuerai moi-même. À la rigueur. Mais il y a ces temps-ci de très bons abricots. Vous, comment les mangez-vous? Avec la peau, n'est-ce pas? On serre avec deux doigts dans le sens de la longueur. On les fend par le milieu. Comme de lèvres juteux. Ah, quel délice. Mes respects à votre dame. Et aussi à vos filles. À la campagne. Je me les imagine dans un beau prévert à l'ombre. Vêtus de blanc, de bleu. Faites-moi une faveur demain matin en arrivant. J'imagine que le village est à quelque distance de la gare. À l'aube, vous pouvez faire la route à pied. La première touffe d'herbe sur le bord du chemin. Comptez-en les brins pour moi. Autant de brins, autant de jours qu'il m'en restera à vivre. Et choisissez une grosse touffe. Je vous en prie. Ha ha ha.